Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée au transport. Se déplacer est-il une question de genre? Eh bien oui, car longtemps l'espace public a été trusté par les hommes, les femmes occupant principalement la sphère domestique. Mais avec le développement des transports en commun, elles ont gagné en indépendance, en liberté, avec un revers de taille, les violences sexistes et sexuelles qui s'y déroulent et que 70% des usagères à travers le monde disent avoir subi. Alors on essaie de mieux comprendre ce qui se joue dans les transports en commun avec mon invitée Virginie Perret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice sûreté du groupe Keolis. Le groupe Keolis, c'est un groupe privé qui s'occupe des transports publics en France. En octobre dernier, on a vu en France justement un événement très choquant. C'est une tentative de viol en plein jour d'un homme sur une jeune femme dans un RER en région parisienne. Il a tenté de la violer. Après cette agression, une pétition a commencé à circuler sur Internet pour demander la mise en place de wagons 100% féminins dans les transports en commun. Est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ? Je pense que c'est une fausse bonne idée. Un wagon, ou enfin, en tout cas un endroit où les femmes se rassemblent pour voyager, c'est aussi concentrer les femmes dans un endroit où elles sont évidemment plus exposées peut-être. Parce qu'on ne pourra pas mettre une personne qui vérifiera qu'il n'y a que des femmes. Ça ressemblera peut-être aussi à une bergerie où le loup pourra entrer tranquillement. Il y a des pays tout de même qui ont adopté cette stratégie avec des wagons 100% féminins. On trouve ça par exemple au Mexique, en Corée du Sud, en Inde. Et justement, dans ce pays, d'autres solutions ont aussi été développées pour tenter d'endiguer ces problèmes d'agression contre les femmes et de harcèlement. Je vous propose de regarder ce reportage de Kansa Jouned et Zoubaïr Dar. Chaque jour, des milliers de femmes empruntent le métro de Delhi et la majorité d'entre elles choisissent les wagons qui leur sont réservés, comme Ritvika. Le premier wagon du métro de Delhi est toujours réservé aux femmes pour garantir leur séparation des autres wagons et réduire les cas de harcèlement sexuel. Son association travaille avec le gouvernement pour rendre le trajet des femmes plus sûr. L'ONG passe au crible les transports publics et les espaces urbains et alerte les autorités sur la nécessité d'un meilleur éclairage, d'arrêts de bus et de stations de taxi plus sûres, ainsi que la présence de vidéosurveillance dans les zones isolées. Mais le danger ne s'arrête pas à la sortie du métro. Le dernier kilomètre reste très risqué pour elle. En 2012, une jeune femme a été victime d'un viol collectif horrible dans un bus à Delhi. Et ça a eu un impact considérable sur le moral des gens. Depuis, je pense que beaucoup de familles n'aiment pas vraiment que les jeunes femmes voyagent seules dans les bus, surtout la nuit. Ça a vraiment eu un impact sur la façon dont les jeunes femmes peuvent accéder à certaines opportunités, qu'il s'agisse d'éducation, d'emploi ou même de sortir et de s'amuser avec leurs amis. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2023, 84% des femmes indiennes utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Je prends souvent le bus. Moi aussi, j'ai été victime de harcèlement à 2 reprises. Mais le problème, c'est à qui le signaler. Et est-ce que ça changerait quelque chose? En tout cas, depuis, je reste toujours vigilante. Je porte toujours sur moi un spray au poivre et je communique ma position à ma famille lorsque je voyage la nuit. Je pense que ces lois et ces précautions ne changeront rien tant que l'état d'esprit de ces hommes, qui sont à l'origine du problème, n'aura pas évolué. Pour rendre leurs déplacements plus sûrs, des ONG comme la Fondation Azad forment des femmes issues de familles pauvres au métier de chauffeur. Depuis 2008, l'association a formé plus de 5000 conductrices. Lorsque nous voyageons tard le soir, nous voyons généralement des hommes conduire les bus et les taxis. La nuit, les femmes hésitent souvent à monter dans un véhicule conduit par un homme. Alors, voir une femme conductrice, ça les rassure. Dans un pays où une femme est violée toutes les 15 minutes, ces apprentis ont d'abord dû convaincre leurs proches pour exercer ce métier. Quand j'ai dit à ma famille que je voulais devenir chauffeur, leur première réaction a été de craindre que j'ai un accident. Ils s'inquiétaient aussi que je travaille de nuit et de l'insécurité qui règne en Inde. Ils m'ont dit que si les femmes ne sont même pas en sécurité dans la rue, comment pourrais-je être en sécurité avec des hommes assis derrière moi en tant que passager ? Tous les membres de ma famille ont refusé de me laisser apprendre à conduire. J'ai dû me battre avec eux pour venir ici. Ces conductrices ont encore un long chemin à parcourir. Les femmes ne représentent que 6,8% des 200 millions de conducteurs titulaires d'un permis de conduire dans le pays.
Alors Virginie Perret, les wagons dans les trains 100% femmes, pas bonne idée selon vous. Les taxis 100% femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais juste compléter, effectivement, Keolis est présent en Inde aussi, donc je connais un petit peu la chose. Vous avez remarqué que la fréquentation n'est pas la même. Donc en fait, un wagon réservé aux femmes est pratiquement toujours plein. Alors que chez nous, vous voyez que les wagons des RER le soir sont souvent, en tout cas peu fréquentés, si ce n'est vides. Et assurer la présence d'une femme dans un wagon vide, c'est vraiment en faire une cible en fait. Voilà, donc la situation n'est pas tout à fait la même. Chez Keolis, nous encourageons vraiment, nous cherchons à avoir des conducteurs femmes. D'ailleurs, je lance un appel si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Et c'est vrai que c'est un facteur de détente, c'est un facteur aussi ça brise la solitude en fait de la femme, dans le bus par exemple. Le fait d'avoir une femme qui conduit, oui, c'est rassurant. Bien sûr. Et c'est un facteur de sécurité. Alors, c'est rassurant pour les autres femmes. Alors, il y a quand même des chiffres qui sont assez éloquents. En 2024, il y a eu 3374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun en France, 86% de plus qu'en 2016. Comment on peut expliquer une telle progression? Alors, il y a plusieurs explications à cette progression. D'abord, les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie ont facilité le rapport des faits. C'est-à-dire qu'on peut déposer plainte plus facilement, on peut prendre rendez-vous, on peut déposer plainte en ligne. La parole s'est libérée aussi. Deuxième chose, il y a certainement également une augmentation des faits. Mais il est très difficile pour nous de savoir quelle est la réalité ou pas, parce qu'entre les faits qui sont réellement commis, les faits qui sont à rapporter aux transporteurs et les faits qui sont constatés par les forces de sécurité intérieure, on a un facteur démultiplicateur qu'on ne connaît pas. Comment on fait pour assurer la sécurité dans les transports en commun? Concrètement, est-ce qu'il y a des patrouilles? Est-ce qu'il y a des équipes de sécurité spécialement formées? Alors, quand on demande aux femmes comment améliorer leur sécurité ou le fait de se sentir plus en sécurité, le premier facteur qui revient, c'est la présence humaine. La présence humaine dissuade. Première chose. La deuxième chose, c'est toute la vidéoprotection. Les personnes sont peut-être dissuadées de passer à l'acte parce qu'elles ont plus grande chance d'être identifiées. Mais il y a aussi tout ce qui est en prévention situationnelle. Avoir des arrêts qui sont bien éclairés. Avoir des possibilités de se rassembler. Mais il y a aussi, et là c'était évoqué dans le reportage, le dernier kilomètre. Où là, on peut par exemple demander à ce que le bus s'arrête là où on le souhaite. C'est-à-dire qu'on réduit le dernier kilomètre. Voyez ? Et pour trouver des solutions, encore faut-il connaître le problème. Et pour connaître le problème, en fait, nous avons un système que je trouve très pertinent. Ce sont les ambassadrices, qui sont des passagères, qui se sont montrées volontaires et qui prennent les lignes et identifient les endroits où elles se sentent en insécurité. Et nous travaillons sur ces endroits-là. Quand vous parlez des caméras de surveillance ou des équipes qui sont en patrouille, en fait, on a un peu le sentiment que ce sont des personnes ou des situations qui arrivent après. Parce que si on est seul sur un quai de métro dans un wagon et qu'il y a une agression, la caméra ne nous sert pas et la patrouille n'est pas forcément sur place. Comment on anticipe ça? En évitant d'être seul, déjà. Je sais. On n'a pas toujours le choix. On n'a pas toujours le choix, mais bon, je pense que dans un RER ou dans un bus, dans le bus déjà il y a le conducteur, dans un métro, un RER, on peut choisir aussi un endroit où on n'est pas seul. Et là, la sécurité en fait ne relève pas uniquement des personnels de contrôle ou des personnels de sécurité, mais relève de tout le monde. La sécurité pour moi c'est une co-construction. C'est aussi l'affaire de tous les usagers. Et pour cela, nous formons les usagers, notamment à la méthode des 5D développée par la Fondation des femmes, qui nous apprennent que faire si l'on est témoin d'une telle situation. On documente, donc on filme, on distrait, on va parler avec la personne qui est agressée. Enfin bref, on essaye de détourner l'attention. Vous parliez tout à l'heure de l'agression dans le RER au mois d'octobre. Marguerite, donc c'est la jeune femme qui est intervenue, savait comment faire. Elle a hurlé, elle a sorti l'agresseur de ce qu'on appelle l'effet tunnel, où il a l'impression qu'il n'y a que la victime et lui, et elle l'a sorti de cet effet. Et là, on l'a vu sur les images, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes, et il est parti en courant.
Un dernier point quand même que je voudrais aborder pour finir sur quelque chose de positif, c'est que les transports en commun, c'est quand même un facteur de libération très important pour toute la population en général, mais pour les femmes en particulier. Oui, ça a donné une certaine liberté au quotidien pour les femmes. Ça leur a permis de prendre un travail salarié, de s'éloigner de la maison, de se libérer d'un tiers pour se déplacer. En fait, ça a donné une liberté aux femmes en théorie. En pratique, cette liberté est tout de même négociée vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de la fréquence. Voilà. Donc c'est une liberté, certes, mais elle doit être organisée. Une liberté à travailler encore. Merci en tout cas Virginie Perret d'être venue nous parler de cette question de la sécurité dans les transports en commun. Et je me permets, juste pardon, allez, un dernier mot. Chez Keolis, nous avons développé le sifflet en repousse-relou qui permet d'attirer l'attention. Lorsque vous êtes agressé, vous sifflez très fort dedans et vous n'êtes plus seul. Et si on n'a pas de sifflet, on peut toujours crier très fort. Ça peut éventuellement faire le même job. Merci beaucoup, en tout cas, Virginie Perret, d'être venue parler de sécurité dans les transports en commun. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.